À l'occasion de la venue du Premier ministre indien Narendra Modi à Paris, invité par Emmanuel Macron pour la fête du 14 juillet, ne manque pas de faire débat sur le plan de la géopolitique. Au Forum France-Inde, dont l'objectif est de témoigner à la fois autrement de ce qui se passe en Inde et de sortir des clichés simplificateurs, nous avons à cœur de montrer ce qui se passe, souvent sous les radars de l'actualité, ce qui est autre chose que de la propagande ou du politiquement correct. Nous avons donc invité Christophe Jaffrelot afin d'éclairer les personnes qui nous suivent sur les raisons de ce débat liées à l'invitation de Narendra Modi et sur la situation de ce pays dont on parle toujours comme la plus grande démocratie du monde. Christophe Jaffrelot, bienvenue dans ce podcast. Tu es un politiste dont les analyses sont bien connues des amis de l'Inde. Tu es directeur de recherche au CERI, professeur à Sciences Po, professeur au King's College à Londres, et tu interviens dans différents think tanks, y compris aux USA. Tu éclaires aussi, je crois, le Quai d'Orsay de tes analyses. Tu connais l'Inde sur le bout des doigts, et on peut dire, et on doit dire, que tu es un ami de l'Inde, puisque tu as consacré, et tu continues de le faire, toute ta vie professionnelle. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur le continent indien, dont l'Inde de Modi, et tu as même une chronique régulière en anglais dans le journal indien Indian Express. Christophe, quand tu as appris que le Premier ministre indien a été invité par Emmanuel Macron en grande pompe le 14 juillet, notre fête de la liberté, tu as publié une tribune dans Le Monde qui titrait, je cite, « Miser sur l'Inde est un calcul de court terme pour la France ». Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les raisons de cette déclaration et sur les conséquences possibles de cette visite qui te semble inappropriée et qui va totalement à contre-courant de ce qu'on va lire certainement dans les journaux, puisque j'ai vu que même Joe Biden invite Modi. Oui, bien sûr. Alors, pour, je dirais, mettre en perspective cette visite, il faut remonter un peu dans le temps et rappeler que la relation France-Inde est une relation stratégique. Il y a même un partenariat stratégique qui a été noué entre les deux pays en 1998 et que l'une des grandes raisons du rapprochement qui ne cesse de s'intensifier depuis, c'est naturellement la peur de la Chine, la relation à la Chine, et les deux pays ont un intérêt commun dans cette affaire. L'Inde parce qu'elle est frontalière de la Chine et que pouvoir s'appuyer sur des puissances, même moyennes, comme la France, pour résister à cette poussée chinoise, c'est très important, au plan militaire notamment. Et puis pour la France, qui est puissance résidente de l'océan Indien, où vous avez, à travers les îles de la Réunion, Mayotte, des résidents français en très grand nombre, plus d'1 million, eh bien c'est aussi une façon de se renforcer si loin de l'Hexagone. Alors, quand on cherche justement à voir pourquoi est-ce que cette invitation fait débat, on ne remet pas en cause, bien sûr, la nécessité pour la France et pour l'Inde, en tant qu'État-nation, de se concerter, de coopérer, de collaborer. Mais les motivations de cette coopération et puis le choix du 14 juillet sont les deux choses qui méritent d'être discutées et qui, par parenthèse, ne le sont absolument pas. Dans aucune enceinte institutionnelle française, on n'a toujours pas de débat sur ce genre de sujet au Parlement, par exemple. La première question, c'est celle du moment. Le 14 juillet, fête de la liberté, qui sera donc honorée de la présence d'un chef de gouvernement qui remet en cause les libertés dans son pays. Et ça, on y reviendra longuement dans cet entretien, je ne veux pas l'aborder maintenant. Par contre, il y a un deuxième point qui fait débat, c'est
qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt d'un pays? Oublions les valeurs, oublions la liberté, parlons de réel politique. Et ça, c'est une discussion qui mérite d'être, je dirais, mise sur la place publique. Est-ce que, justement, la Chine, qui justifie une partie de ce rapprochement, est véritablement un pays auquel l'Inde a tellement besoin et envie de s'opposer? Aux États-Unis, le débat a lieu. Aux États-Unis, le débat a lieu. Et un grand spécialiste du sujet, Ashley Tellis, qui appartient à la Carnegie, dit c'est un mauvais pari parce que l'Inde ne viendra jamais en aide aux États-Unis face à la Chine. Et donc, quand on se pose la question de l'intérêt à soutenir un régime autoritaire comme celui de l'Inde en termes de géopolitique et de balancing, comme on dit en anglais, de la Chine, eh bien, on peut tout de même s'interroger sur la pertinence de cet intérêt. Alors, d'autres diront, et je pense qu'ils sont dans le vrai, que l'intérêt n'est pas tant géopolitique que économique et que ce que la France, à court terme, cherche à obtenir, ce sont des contrats, des grands contrats. Et dans quelle mesure cet intérêt de court terme est au service des intérêts de long terme de la France? Est-ce que armer l'Inde aujourd'hui, ça n'est pas hypothéquer l'avenir? C'est bien l'hypothèse qu'il faut explorer et que l'on se garde bien d'évoquer. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet aspect justement géopolitique, l'intérêt de se protéger de la Chine? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution de ce qu'on appelle le multilatéralisme ou le plurilatéralisme, où finalement on se pose plein de questions maintenant? Autrefois, c'était quand même plus simple, hein. Il y avait deux blocs. Maintenant, il n'y a plus de blocs. Et on voit bien que chacun essaie de se positionner. Comment est-ce qu'on doit se positionner? Comment est-ce qu'on peut se positionner? Alors, la France et l'Inde ont justement en commun de privilégier ce qu'elles appellent l'autonomie stratégique. C'est-à-dire que on ne veut, ni en France ni en Inde, dépendre trop directement d'une grande puissance. La France manifeste ce désir d'indépendance, d'autonomie vis-à-vis des États-Unis. L'Inde va encore plus loin et vient de plus loin, puisque pour elle, c'est l'héritage du non-alignement, hein, le refus d'appartenir à un bloc. Ni le bloc soviétique, ni le camp occidental n'ont jamais connu, n'ont jamais compté dans leur rang la puissance indienne. Donc, effectivement, on est dans un monde qui n'est plus aussi bipolaire qu'il l'a été et où des pays qui cherchent à faire valoir leur autonomie stratégique peuvent avoir une marge de manœuvre. Dans le cas français, quand même, c'est un peu plus difficile car la France fait partie de l'OTAN. Elle a au sein de l'Union européenne quantité de partenaires qui sont des fervents partisans des États-Unis, tandis que l'Inde, bien sûr, elle n'a jamais été dans aucune alliance et peut se permettre d'autant plus facilement d'être, comme elle le dit, plurilatérale. Alors, plurilatéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde multipolaire, on peut faire affaire en fonction des dossiers avec des pays très différents les uns des autres. Donc, l'Inde est proche de la Russie du fait de ses fournitures d'armes. La Russie reste le premier fournisseur d'armes en stock de l'Inde. L'Inde est proche des États-Unis, ne serait-ce qu'à travers sa diaspora, bien sûr, mais aussi à travers le rapprochement géopolitique, géostratégique qui l'a conduit à rejoindre le Quad, hein, une alliance minilatérale, enfin plutôt un partenariat minilatéral qui regroupe États-Unis, Australie, Japon et Inde.
L'Inde est aussi finalement très dépendante de la Chine, qui est son premier partenaire commercial, avec lequel d'ailleurs elle enregistre un déficit commercial considérable. Bref, il y a là une multipolarité du monde qui permet à l'Inde de jouer la carte du plurilatéralisme ou du multi-alignement. On utilise toutes sortes de termes pour qualifier la stratégie indienne. Et ça lui permet, espère-t-elle, d'être courtisée par tous sans se lier les mains d'aucune manière, car elle n'a signé aucun traité, elle n'est membre d'aucune alliance, et donc elle cherche surtout à ce que le monde reste multipolaire. Le grand défi qui pèse sur la stratégie indienne aujourd'hui, c'est la bipolarisation croissante du monde, parce que le jour où la Russie ne sera plus en mesure de fournir les pièces détachées dont ont besoin les Sukhoi, les tanks, les sous-marins russes que possède l'Inde, eh bien, elle sera poussée dans les bras de l'Occident encore plus. Le jour où la Chine sera encore plus agressive qu'elle ne l'est aujourd'hui et qu'elle continuera à empiéter sur le territoire indien en Himalaya sans qu'on puisse faire comme si on ne le voyait pas, eh bien là aussi, l'Inde va être d'autant plus poussée dans les bras des Occidentaux. Donc on a une stratégie indienne de plurilatéralisme qui devient tout de même délicate dans un monde de plus en plus bipolaire, avec d'un côté Russie-Chine et de l'autre les États-Unis et leurs partisans. Mais c'est quand même à ce plurilatéralisme, à ce multi-alignement que l'Inde continue de vouer sa politique étrangère. L'Inde est devenue finalement le pays le plus peuplé de la Terre. Est-ce qu'on n'est pas dans une même logique qu'à une certaine époque où la Chine se redéclarait l'empire du milieu et que finalement maintenant l'Inde, un habitant sur Terre sur 6 est indien? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'Inde se perçoit maintenant comme la future première nation du monde, comme la future première puissance du monde? Alors, oui, la démographie, c'est un atout, mais c'est aussi un fardeau. Et l'un des grands problèmes de l'Inde aujourd'hui, c'est précisément de se retrouver avec une population considérable, mais qui n'a pas réussi à la scolariser, cette population, à l'éduquer, avec aujourd'hui, du coup, un niveau de productivité par tête assez bas, un niveau de revenu par tête assez bas. Hein. L'Inde est passé derrière le Bangladesh en termes de revenus par tête. On est sur un appauvrissement tendanciel qui est lié aussi au fait qu'on n'a pas réussi à faire la révolution industrielle que tous les pays finissent par accomplir d'une manière ou d'une autre. Hein. On a encore 2 tiers de la population qui est rurale, une contribution de l'industrie au PNB qui ne cesse de s'éroder, qui est passée à 15% du PNB. Donc on est en phase de désindustrialisation avant d'avoir même réussi à s'industrialiser. Donc on a une puissance démographique, Qui mais n'est pas une puissance en fait, qui est plutôt un fardeau. C'est un poids numérique, mais ce n'est pas un poids qui peut être un atout, un support pour se développer. et le signe de cela, c'est aussi le chômage des jeunes, qui est considérable, avec parmi les 15-24 ans, un tiers de sans emploi, une participation des femmes à la main-d'œuvre qui est au-dessous de 16%, c'est-à-dire on est au niveau des pays du Moyen-Orient où l'on voit les taux les plus bas en termes de participation des femmes à la force de travail. Les nombres, la démographie n'ont de sens que si on peut faire valoir ce qu'on appelle le dividende démographique. Et le dividende démographique, hein, qui est le ratio entre les 15-49 ans et le reste de la population, eh bien, il ne peut véritablement donner toute sa mesure que si on éduque cette population. Et il y a un déficit éducatif qui reste patent et qui pèse sur la productivité indienne. Avant de repasser d'ailleurs sur l'idée de l'Inde en tant que telle, la relation avec l'Inde, tu te soulignais tout à l'heure que, en fait, comme on le dit souvent, et je pense que c'est De Gaulle qui avait dû le dire à l'époque, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts.
Est-ce qu'on n'est pas totalement dans ces logiques-là? Et l'intérêt actuellement, il est économique. La France a besoin d'une balance commerciale meilleure. Et on voit bien la différence d'ailleurs avec l'Allemagne là-dessus. Et on sait très bien que les armes, on est, je crois, le deuxième producteur d'armes au monde. Ou exportateur, je ne sais plus trop, mais finalement, on a besoin de cela aussi pour l'économie française. Donc, est-ce que c'est pas la raison, tu l'as évoqué, est-ce que c'est la raison principale? On vend beaucoup de choses aux Indiens qui ont déjà d'ailleurs beaucoup acheté aux Russes. Est-ce que c'est pas aussi logique là-dessus que Macron honorifie au maximum, évidemment, une manifestation, il va y avoir un défilé, je crois que Macron doit défiler avec Modi sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est un moyen aussi pour lui de favoriser les contrats? Certainement. Et ce ne sont pas que des contrats d'armement hein, qu'il y a à la clé, c'est aussi des contrats d'aéronautique et on a vu des très grands contrats pour Airbus ces temps-ci. Là, l'intérêt, la réelle politique, elle donne toute sa mesure. La grande question qu'on peut se poser en tant que citoyen, c'est dans quelle mesure ceci a été le fruit d'un débat public, d'un consensus. Est-ce que ça faisait partie du mandat? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Quelles en sont les implications? Les implications sont de très long terme lorsqu'on devient le partenaire euh, d'un pays comme l'Inde au niveau de fourniture d'armement très sophistiqué. Ceci est-il validé par la communauté nationale? La France a tendance à ne pas mettre dans le débat public des enjeux de très long terme comme celui-ci. Hein, rappelons-nous le moment pas si lointain où la France était sur le point de vendre des frégates Mistral à Vladimir Poutine. Hein, c'est quand même il y a 10 ans de ça, Oui. c'est pas si loin. Nous aurions aujourd'hui ces frégates en face de nous dans cette guerre que Poutine a déclarée. Et ce n'est pas la représentation nationale qui a empêché que ça ait lieu, ce sont nos alliés. Parce que la représentation nationale ne se saisit pas de ces débats. Ils n'ont jamais lieu. Et pourquoi d'ailleurs ces débats? Alors déjà, l'Inde, comment dirais-je, la géostratégie ou la géopolitique, on n'en parle pas beaucoup déjà dans les médias. Il y a une grosse amélioration depuis ces 2 dernières années. Mais dans le débat public, chez les parlementaires, il n'y a personne qui soulève les choses. Il y a personne. Pourtant, tu as été audité toi-même auprès du Sénat, je crois, assez récemment. Est-ce que ça a des impacts? Tu es conseiller au Quai d'Orsay. Est-ce que ça a des impacts de dire ce que tu as l'habitude de déclarer? Les impacts sont forcément limités de long terme, mais que les parlementaires ne s'emparent pas davantage des questions géostratégiques, c'est tout de même préoccupant. Et c'est vrai, le Sénat est plus porté au sujet que l'Assemblée nationale, mais ces rapports sont à peine suivis des faits. Il y a eu des rapports du Sénat tout récemment, il y en a eu un sur l'Indo-Pacifique, par exemple. Hein. Mais nous ne sommes pas dans un système parlementaire. Nous sommes dans un système semi-présidentiel, où la décision revient à un petit nombre de personnes et où, du coup, les débats n'ont guère lieu qu'à travers les médias, beaucoup plus qu'à travers les institutions représentatives. Et c'est pourquoi c'est dans les médias, sur la scène médiatique, que l'on doit porter la discussion parce que c'est le seul endroit où elle peut avoir lieu. Est-ce qu'en Allemagne, par exemple, ou en Europe d'une manière générale, est-ce que ces débats ont lieu? Ah Parce qu'en oui, fait, oui. ah oui, ah oui, il n'y a aucune comparaison. Mais aussi parce que les partis politiques allemands sont irrigués en termes d'idées. Chacun a sa fondation qui alimente la réflexion. Les parlementaires du Bundestag sont aussi beaucoup plus internationalisés. Nous avons, nous, une représentation nationale qui, hormis les députés de l'étranger, connaît très mal le reste du monde et s'y intéresse assez peu.
Donc, on a là un vrai décalage. Pareil avec la Grande-Bretagne, bien sûr. Sur le plan intérieur, maintenant, j'aimerais que tu nous dises un peu, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, on a évoqué ce cliché de la plus grande démocratie au monde. Souvent, c'est contesté dans tes déclarations et dans tes analyses, et dans les analyses aussi de beaucoup de chercheurs. Et pourtant, ce cliché reste ancré à l'Inde. Et on peut répondre assez simplement, eh bien, il y a des élections, il y a des gens qui sont élus, il y a des parlementaires qui sont élus, et donc c'est ça la démocratie. Est-ce que tu pourrais finalement un peu démystifier ce cliché que nous avons tous à appliquer sur l'Inde et nous donner quelques précisions? Résumer la démocratie à l'élection, c'est évidemment réducteur. La démocratie, c'est un Janus à deux faces. Il y a d'un côté, bien sûr, la dimension démotique, le démos, le peuple, désigne ses dirigeants, mais il y a aussi la dimension état de droit, la dimension constitutionnelle, institutionnelle, qui implique un équilibre des pouvoirs, qui implique une séparation des pouvoirs. Alors que là, Montesquieu nous l'a dit il y a quand même très 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 longtemps, un régime politique où l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne seraient pas séparés ne peut pas prétendre au statut de démocratie. Oui, mais alors toi-même, tu parles dans tes livres ou dans tes déclarations de démocratie autoritaire ou de démocratie ethnique ou de C'est ça. démocratie illibérale. Qu'est-ce que ça veut dire d'associer ces deux mots? Ça n'a plus de sens à ce niveau-là. Eh bien, c'est précisément parce que quand quand les deux faces de la pièce ne sont plus en accord, on a un morceau de la démocratie, mais on n'a pas l'ensemble. Et donc, il faut qualifier la démocratie. On a ce qu'on appelle des démocraties à épithète. Et de fait, on a aujourd'hui un versant démotique qui continue de prévaloir. Il y a des élections. Il y a des élections tous les 5 ans et on désigne ainsi le responsable du pouvoir. Mais cette dimension démotique, elle est problématique de deux points de vue. D'abord, les élections ne sont pas aussi concurrentielles qu'elles l'ont été, et pour deux raisons. Premièrement, la scène médiatique est maintenant concentrée entre quelques mains, les mains d'hommes d'affaires proches du pouvoir, et donc du coup, la couverture des campagnes électorales de l'opposition n'est pas du tout comparable à la couverture de la campagne de ceux qui sont au pouvoir. Et deuxièmement, les moyens financiers dont dispose le parti au pouvoir, le BJP en l'occurrence, sont bien plus considérables que ceux de l'opposition. En 2019, lors des dernières élections, le BJP a dépensé 3,5 milliards de dollars. C'est parmi la campagne électorale la plus coûteuse de l'histoire du monde. L'Inde, Oui, c'est plus que les États-Unis. c'est le niveau des États-Unis. En fait, il n'y a guère que la campagne d'Obama qui, la première, a coûté plus dans l'histoire du monde. Alors qu'on est dans un pays, évidemment, pauvre, si on fait le revenu par tête moyen. Alors, ça permet de saturer l'espace public et d'utiliser d'autres médias que les médias habituels, les médias sociaux notamment, qui saturent vraiment l'espace public. Donc, les élections ont lieu, mais elles ne sont plus aussi concurrentielles qu'avant. Et surtout, entre les élections, on voit tout le versant libéral s'éroder. Et c'est pour ça qu'on parle de démocratie illibérale. Alors, c'est une contradiction dans les termes. C'est pour dire que vous avez encore de l'élection, mais que vous avez en parallèle de l'autoritarisme, ou entre les élections, de l'autoritarisme. Et d'ailleurs, moi j'aime mieux parler de démocratie autoritaire ou d'autoritarisme électoral. Certains disent démocrature, il y a toutes sortes de termes qui ont été maintenant inventés, mais le point important, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus la séparation des pouvoirs qui garantit la démocratie. Le pouvoir judiciaire a été émasculé. La Cour suprême ne peut plus désigner des juges
qui ne seraient pas au goût du pouvoir. Bien sûr, on continue à laisser les juges désigner les juges, mais ceux qui ont été choisis par les pairs, par leurs pairs, membres de la Cour suprême, eh bien, leur nom n'est pas validé par le pouvoir lorsque on en arrive à ce stade ultime de la désignation, de l'officialisation de la composition de la Cour suprême. Résultat, vous avez une Cour suprême qui maintenant ne s'oppose plus jamais au pouvoir. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire de l'Inde. Dans l'histoire de l'Inde, depuis 1947, le pouvoir judiciaire a fait plier le pouvoir exécutif à maintes reprises. Rajiv Gandhi lui-même a quitté le pouvoir, n'a pas été réélu suite à des démêlés judiciaires pour des affaires de corruption. C'est fini, ça. C'est terminé. On n'a pas eu depuis 2016 un seul verdict, une seule décision contraire au pouvoir exécutif. Et ou bien parce que on a validé des pratiques largement illégales, ou bien parce qu'on n'a pas donné de verdict. Par exemple, quand la loi sur la citoyenneté a été révisée en 2019, faisant en sorte que seuls les non-musulmans réfugiés en Inde, depuis le Bangladesh, l'Afghanistan ou le Pakistan, seraient éligibles à la citoyenneté indienne, il y a eu des recours immédiats. Eh bien, depuis 2019, 4 ans plus tard, il n'y a toujours pas de décision rendue par la Cour suprême qui préfère ne pas s'opposer au pouvoir exécutif. Donc, on est dans un système où il n'y a plus l'état de droit qui procède de la séparation des pouvoirs. Mais ce n'est pas le seul problème. Vous avez la question, évidemment, de la diversité des médias, et j'ai mentionné le fait que maintenant, nous avions des oligarques qui possédaient l'essentiel des médias, et ces oligarques sont proches du pouvoir. Les ONG n'ont plus accès aux fonds étrangers, et finalement, d'un pays d'ONG, l'Inde a changé de cap et 2 tiers des ONG ont dû mettre la clé sous la porte. Oui, on a vu ça dans un webinaire, d'ailleurs. Et un webinaire des forums de l'Inde, des forums français ont pu l'illustrer. Oui. Il y a la question de la liberté académique aussi qui est en cause, puisque les universités ont perdu les marges de manœuvre qu'elles avaient, l'autonomie qu'elles avaient. Et puis, il y a la question qui nous conduit à parler de démocratie ethnique, du majoritarisme. Alors là, c'est une autre épithète qu'on accole à la démocratie, au mot démocratie en Inde. La démocratie ethnique, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais le majoritarianism. Le majoritarisme, c'est quoi? Eh bien, c'est faire coïncider la majorité culturelle, religieuse, avec la majorité politique. C'est un mot qui nous vient d'Israël, et c'est pas surprenant, puisque Israël est de droit une démocratie ethnique. C'est une démocratie parce qu'on y vote, mais c'est aussi une démocratie où les citoyens ne sont pas égaux. Les citoyens de confession non juive, à commencer par les musulmans, eh bien, n'ont pas les mêmes droits que les citoyens juifs. Et d'ailleurs, Israël est un État juif. Alors l'Inde n'est pas un État hindou, mais l'Inde est de fait travaillé par le majoritarisme, de fait et de droit de plus en plus. Mais de fait, parce que vous avez un réseau nationaliste hindou, de ce qu'on appelle des vigilantistes, qui implique une police culturelle empêchant les musulmans de fréquenter les femmes hindoues, empêchant les musulmans d'habiter dans les quartiers mixtes à majorité hindoue, empêchant les fermiers musulmans d'acheter des bovins, et certains qui l'ont fait sont poursuivis, pourchassés, parce qu'on craint, parce qu'on pense qu'ils vont conduire ces bêtes à l'abattoir, et on a eu des cas de lynchage de musulmans, de fermiers musulmans accusés de cette façon. Bref, la minorité musulmane se retrouve ravalée à un statut de citoyen de seconde zone. C'est une démocratie ethnique par excellence, l'Inde aujourd'hui, parce qu'on continue à voter, mais c'est la majorité hindoue qui, de majorité culturelle, devient majorité politique, et c'est évidemment contraire à l'esprit de la démocratie. Démocratie ethnique, c'est une démocratie, c'est aussi une formule qui est une contradiction dans les termes.
comme la démocratie libérale. Une démocratie est faite de citoyens égaux en droit. Ils sont en droit égaux, mais de fait inégaux. Et même en droit, c'est de moins en moins vrai. J'ai évoqué cette loi qui réforme l'accès à la citoyenneté indienne. Les non-musulmans sont seuls maintenant parmi les réfugiés éligibles à la citoyenneté indienne. Et vous avez d'autres exemples qui vont dans le même sens. On ne peut plus se marier d'une autre religion aussi facilement qu'avant. Il y a des lois qui rendent cela plus compliqué dans les États gouvernés par le BJP. On ne peut plus se convertir à une religion autre que l'hindouisme aussi facilement qu'auparavant. Il faut demander l'autorisation du préfet, qui évidemment ne la donne pas systématiquement. Donc, ce n'est pas seulement de fait, c'est aussi de droit de plus en plus. Hein. La démocratie s'ethnicise en Inde. Dis-moi, c'est quand même un tableau assez noir. Tu nous décris de l'Inde, alors que on est tous, à travers les voyages, à travers les études, à travers les livres, à travers ce que chacun a vécu, en particulier tous les espaces que l'on rencontre, tous les gens qu'on rencontre qui, qui, euh, qui aiment parler de l'Inde, qui ont voyagé en Inde et qui aiment ce pays. Ah, Ce tableau, on l'aime et on aime les Indiens, bien sûr. qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là, puisqu'au fond, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore rêver, continuer de rêver après un voyage ou après avoir envie d'aller voyager dans ce fantastique continent? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en dehors de ce tableau qui est finalement assez sombre? Est-ce que c'est un passage pour toi? Est-ce que c'est une période difficile à vivre ou à supporter, y compris évidemment pour les Indiens d'abord? Comment tu ressens l'avenir de ce pays? Ah ben, le point de non-retour n'est pas atteint. La tendance n'est pas irréversible. Mais chaque jour qui passe rend quand même le retour au statu quo ante plus difficile. Et on peut se demander si une alternance au pouvoir, hein, un changement de majorité suffirait à inverser la tendance. La question se pose parce que on a quand même aujourd'hui un processus de pénétration de la société et des esprits de plus en plus profond. Les manuels d'histoire sont revus de telle sorte que les élèves apprennent des choses qui biaisent leur conscience de citoyen. Un exemple parmi d'autres, Jawaharlal Nehru, le premier ministre de l'Inde, est sorti de l'histoire indienne. Et finalement, quand on parle de lui dans les débats publics, quand les officiels en parlent, c'est chaque fois pour le dénigrer, de sorte que tout ce qu'il aura apporté au pays finira par disparaître de l'écran radar. C'est un exemple parmi bien d'autres, mais il est important parce qu'il vous montre comment des générations de plus en plus nombreuses ne vont pas connaître leurs racines démocratiques ou reconnaître leurs racines démocratiques aussi facilement. Deuxièmement, vous avez un autre grand sujet qui est la pénétration de ces mouvements de vigilantistes au niveau local. Ils prennent racine, ils s'insinuent dans le tissu social, ils contrôlent la société au niveau local. Est-ce que un gouvernant d'une couleur politique autre pourra éradiquer ce qui ressemble de plus en plus à une forme d'osmose sociétale où il y a une idéologisation de la vie locale? Le politique ne peut pas tout. Et d'ailleurs, le mouvement nationaliste hindou ne porte pas un intérêt particulier aux politiques. L'État, c'est une superstructure un peu artificielle. Ce qui compte, c'est de convertir la société aux idées
nationaliste hindou. Et ça se fait de plus en plus profondément dans le nord et l'ouest. Alors, Oui, parce que les États sont quand même, disent souvent que les États sont aussi différents que l'État fédéral. voilà. Alors, c'est le point sur lequel je voulais terminer ce raisonnement. C'est que s'il y a quand même un espoir, ou en tout cas un levier, c'est bien là, c'est bien le fédéralisme. Alors, on assiste à une centralisation du pouvoir considérable. Hein. Il faut remonter à Indira Gandhi et encore pour voir autant de prérogatives captées par le centre. Mais quand même, il y a un État fédéral, il y a des États fédérés, et aujourd'hui, la coupure nord-sud est spectaculaire. Le BJP ne gouverne aucun État du Sud. Le Sud est en révolte contre le Nord. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh et en partie Maharashtra. Ce sont des États qui échappent au BJP, se dressent contre certains de ses principes idéologiques et politiques. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça finisse par donner des tensions très vives. Et il y aura bientôt un test de grandeur nature. Le Parlement va être saisi d'un redécoupage de la carte électorale en fonction de la démographie. Et la démographie est beaucoup plus dynamique dans le Nord que dans le Sud. Et donc, le nombre de sièges au Parlement désignés par des électeurs du Nord va augmenter au détriment du Sud, ce que le Sud ne va pas accepter. Et on va avoir une tension d'autant plus vive à ce moment-là. Ça peut être un contrepoids. En tout cas, aujourd'hui, c'est le contrepoids, c'est que c'est vraiment au niveau des États, au niveau du pouvoir des États, que l'on retrouve une marge de manœuvre. Est-ce que la personnalisation très forte du pouvoir à travers la personne de Narendra Modi n'est-elle pas aussi un élément qui peut un peu rencontrer une forme d'opposition, ne serait-ce que quand on voit, on en a très peu parlé d'ailleurs en France, hein, l'inauguration du nouveau Parlement où Narendra Modi est apparu comme un roi ou comme un empereur avec un sceptre en or. Est-ce que cette extrême personnalisation ne peut pas non plus exacerber les esprits alors que jusqu'ici c'est plutôt un système qui était en place? Quel est ton sentiment là-dessus? Je pense que c'est quand même sa carte maîtresse, hein. C'est la carte maîtresse du BJP, la personnalité de Narendra Modi. Là, on retrouve tout un pan de la culture politique indienne. C'est-à-dire que c'est une culture politique qui est très respectueuse de l'autorité, qui vénère le charisme. Et le charisme a différentes facettes. Dans le passé, le Mahatma Gandhi était le chef charismatique par excellence. Vous cherchez dans l'histoire du monde des hommes qui ont pu avoir un charisme comparable et vous en trouvez très très peu. Le Mahatma Gandhi a véritablement galvanisé des millions d'hommes par son simple style de vie, par sa simple parole. Modi, c'est un autre style, mais c'est aussi du charisme. Alors, avec des facettes, hein, c'est à la fois l'homme fort qui se dresse pour défendre la nation contre le Pakistan, mais c'est aussi le pater familias qui, tous les mois, parle à l'oreille des Indiens à la radio pendant parfois des heures, dans un programme Man Ki Baat qu'il a créé dès 2014, dès qu'il a pris le pouvoir. Mais là, c'est pas le même Gandhi, c'est pas le même Modi, hein, c'est pas l'homme fort et l'homme musculeux. C'est au contraire carrément le conseiller familial, c'est le gourou. Il parle comme un gourou, il a le prestige du gourou. Et son vocabulaire d'ailleurs hein, est très proche de celui des gourous télévisés ou télévisuels qui occupent les chaînes de télévision. Donc je pense que on a au contraire avec Narendra Modi la preuve que dans la politique indienne, dans la société indienne, le charisme paye, qu'il n'y a pas de limite. Ce que nous voyons comme de la personnalisation du pouvoir, comme une sorte de propagande,
c'est perçu par la majorité des soutiens de Narendra Modi comme du prestige, hein. Et la vraie question, c'est véritablement celle de l'après-Modi. Parce que quand un homme politique tient à ce point les rênes du pouvoir grâce à la popularité qu'il retire de sa parole, de ses actions, il est très difficile pour le parti qu'il aura construit ou conduit de le remplacer. C'est d'ailleurs pas unique comme situation. En fait, l'Inde est en train d'illustrer un cas assez général à l'échelle du monde, que ce soit la Turquie d'Erdogan qui vient de remporter à nouveau les élections, ou Israël de Netanyahou qui est de retour au pouvoir, ou les cas comme celui d'Orban en Europe, on a un nouveau type de système politique qui se construit où l'homme fort, charismatique, qui prend le pouvoir est un populiste, généralement un national-populiste, hein, un populiste qui ne défend pas toute sa nation, qui ne peut pas représenter tout le peuple, mais qui incarne la majorité culturelle, ethnique, religieuse de ce même peuple. Il a la dévotion d'une majorité courte, souvent très courte, mais d'une majorité quand même de ses citoyens. Et une fois qu'il est au pouvoir, eh bien de cette légitimité que le scrutin, que le suffrage universel lui a donnée, il tire une autorité. Et cette autorité lui va de concentrer le pouvoir dans ses mains et puis celle de quelques affidés. Et on passe du populisme à l'autoritarisme. Et à chaque élection, on rejoue la carte de la démagogie, du populisme, pour continuer à faire gagner son camp. Le problème, c'est quand le leader doit quitter la scène. Ça, c'est vu dans le passé, dans un passé récent. Quand Chavez a quitté la scène, Maduro n'a pas réussi à se faire élire aussi bien. Et oui, parce que le charisme, ça ne s'hérite pas. Le charisme, c'est quelque chose d'idiosyncrasique. Et aujourd'hui, la vraie question sera celle de la succession. On peut imaginer que Modi va gagner les élections en 2024. Pourra-t-il les gagner en 2029 ? Et sinon, comment est-ce qu'on succède à Modi ? Et là, on rentre dans une terra incognita et c'est le moment où le danger est encore plus grand pour une société. Il est très grand aujourd'hui déjà, mais les transitions comme celle-ci seront des transitions vraiment délicates à négocier. Merci Christophe de ce grand balayage d'une très belle richesse et je suis certain que ceux qui nous écouteront réfléchiront une nouvelle fois à l'Inde avant de, tout en accueillant effectivement les informations que nous aurons au moment du 14 juillet sur ce pays. Et cet éclairage était très large, puisqu'en fait, on a parlé d'économie, on a parlé de situation intérieure, on a parlé de géopolitique. Je pense que ceux qui nous suivent au Forum France Inde vont adorer. Eh bien, je l'espère. Bon, écoute, voilà, c'est bon pour moi. Est-ce que c'était bon pour toi? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était, enfin, pour moi, alors on va voir après, parce que c'est toujours pareil. En général, il ne faut pas que l'animateur soit captivé. C'est pas forcément bon, parce que quand on est captivé, quand on est animateur d'une réunion, ça veut dire qu'on ne fait pas forcément attention à ce qu'un auditoire pourrait dire, mais je trouve que on a passé le temps qu'il fallait aussi. Hein. On a Oui, on a quasiment passé une petite heure. une petite heure ou 45 minutes. 45 minutes réellement riches. Et je trouve que personnellement, moi j'étais captivé aussi, et surtout même sur le plan pédagogique. On n'a pas souvent l'occasion. On n'a pas souvent l'occasion à la radio et tout ça, c'est parfois sur une facette, sur un élément ou deux éléments. Là, je trouve que quand même, tu as vraiment balayé tout ce que j'avais pu lire moi-même, même si je suis un peu maintenant, évidemment, plus au courant. Je trouve que tu as bien balayé, que ça s'est bien articulé. Donc, bon, c'est vrai que c'est parfait. c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Je pense que ça pourra vraiment être
Précieux, écoute, espérons, Écoute, espérons en tout cas. on va voir. Écoute, en tout cas, c'est bien que on s'investisse un peu là-dedans parce qu'au gros, on laisse pas forcément justement les autres médias, même si on n'est pas en compétition. Même si je remarque que maintenant, Asialist ne fait plus rien sur l'Inde. Ouais, bah oui, ils ont peur. Mais il ne fait plus rien parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a préempté un territoire. Donc, c'est pas mal, quoi. Bon. Bah, c'est bien, c'est Bon, bien. écoute, Christophe, à plus. Je m'occupe de ça Ouais, maintenant. Je super. publie. Et puis, ben, maintenant, le prochain, c'est le webinaire avec avec Bollywood. C'est lundi soir. Tu seras pas là, Ouais. peut-être, toi. Tu seras pas là. Ben non, tu dois avoir plein d'autres trucs à faire. Bah, ce sera difficile parce que j'ai les rencontres de la science politique à Sciences Po là, sur les 2 jours, lundi, mardi. Et on a 530 inscrits. Et surtout, on a Ah, la remise des prix. On remet des prix à la meilleure thèse, ah. à 18 heures. Donc, avec la présidente de la FNSP. Donc, écoute, je le regarderai en replay Non, mais plutôt. écoute, attends, prends ce qui est prioritaire. Enfin, Ouais, je veux dire, tu ouais, pourras toujours regarder en replay ou je vais faire voilà. aussi un podcast. Je vais aussi faire un podcast à partir de Bollywood. D'accord, ça ce Donc, sera bien, ouais. donc tu pourras écouter. Ouais, j'espère que la qualité audio devrait être bonne parce qu'en fait, on est dans les bonnes conditions. Donc maintenant, systématiquement, je ferai un podcast pour tous les webinaires. Bon. Donc écoute, bah, Ouais, bon courage pour toutes ces cérémonies aussi. En plus, en même temps, tu dois en avoir un peu marre ouais, c'est des parfois cérémonies, ouais. parce Mais que bon, c'est des cérémonies qui sont précieuses. Hier, on a eu d'autres cérémonies. C'était les heureux élus de l'agrégation de sciences politiques qu'on a aussi célébrés dans les salons scientifiques de Sciences Po. Donc, d'accord. mais bientôt, c'est la liberté parce que bientôt, je pars en vacances. Bon, ben, tu en auras peut-être besoin quand même, je pense, hein. Bon, en Grandement. tout cas, ben, écoute, merci parce qu'en fait, c'était vraiment un service que je te demandais, un exercice aussi, fatigant. Avec plaisir. Mais je ne sais pas ce que tu raconteras avec Christine O'Krent. Moi, je t'écouterai. C'est samedi matin. Samedi matin. Bon, écoute, tu as dit que ça serait un peu une répétition. Enfin, tu Un n'as pas peu, besoin, un t'as pas peu. Ce besoin de sera... répétition parce que ça sera sans doute ça n'a rien à voir Non, non, mais dans les on questions. retrouvera les mêmes thèmes, hein, Oui, bien mais bien sûr. sûr, je pense que tu vas retrouver le même thème. Bon. Ouais. Enfin, j'ai beaucoup aimé la partie géopolitique, plurilatéraliste. Ça, c'était vraiment clair parce que quand on le lit, franchement, dans la presse, il faut vraiment être spécialiste pour comprendre. Ouais. Merci, Christophe. Avec À plaisir. bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.